Notre invité, Samuel Laurent, bonjour. Bonjour. Spécialiste du monde arabe, auteur des brillants Al-Qaïda en France et Sahélistan, de la Libye au Mali, au cœur du nouveau djihad. Vous connaissez parfaitement toute cette région dans laquelle vous vous rendez régulièrement. Vous y étiez encore il y a 6 jours. Vous avez passé 2 semaines en Syrie pour l'écriture d'un livre que vous publierez bientôt sur l'État islamique. L'État islamique, et non Daesh, car il s'agit bien d'un État qui s'affirme, c'est le constat que vous faites de retour en France. Voilà, Daesh, c'est l'acronyme en fait du nom arabe qui veut dire exactement la même chose, donc c'est une guerre des mots qui est très futile, puisqu'on parle en effet de l'État islamique. C'est vraiment un État? Alors c'est un État dans le sens où il y a une structure extrêmement centralisée, extrêmement efficiente, à la différence des autres brigades islamistes qu'on connaît. Il y a un chef suprême, il y a un conseil, ce qu'on appelle un conseil secret, et ensuite il y a un certain nombre d'émirs qui sont en charge des finances, de l'armée, du renseignement, de la logistique. Et ce schéma est répliqué de région en région. Donc on est véritablement aujourd'hui face à un système qui est un système pyramidal, qui est un système extrêmement bien organisé et extrêmement discipliné, qui leur permet de tenir l'ensemble de la région et d'avoir conquis donc récemment toutes les grandes parties d'Irak. Donc avec le grand chef Abou Bakr al-Baghdadi, beaucoup d'hommes. Combien de combattants? Les estimations varient très largement, mais dans l'ensemble, on peut considérer qu'il y a au moins 50 000 hommes aujourd'hui. 50 000 hommes. Et ça explique la façon avec laquelle ils peuvent avancer. Et puis en même temps, ça explique leur force par rapport aux autres brigades qui sont littéralement décimées aujourd'hui dans le reste de la Syrie. Beaucoup d'argent. D'où vient cet argent? L'argent, au préalable, venait principalement des donateurs du Golfe, donc Qatar, Arabie Saoudite, et puis aussi des rackets, de l'extorsion, du kidnapping. Aujourd'hui, depuis plus d'1 an, elle vient justement des puits de pétrole qui ont été récupérés dans les régions tenues par l'État islamique. Alors les régions, c'est Raqqa, Deir ez-Zor, au nord-est de la Syrie. Et puis aujourd'hui, bien évidemment, ça vient également d'Irak, où il y a d'autres puits de pétrole. À noter aussi, à chaque fois qu'ils prennent une ville, il y a ce qu'on appelle le pillage, il y a la razzia. Beaucoup d'argent, c'est évalué. Beaucoup d'argent. Alors, on pensait, oui, par exemple, à 500 millions de dollars qui avaient été récupérés au niveau des banques, donc à la fois à Raqqa, à la fois à Mossoul, etc. Donc ça, c'est uniquement l'argent du pillage. Alors cet État islamique, vous le disiez, a des cellules opérationnelles, parmi elles les ravisseurs du français Hervé Gourdel, les soldats du califat, ils sont algériens, c'est des anciens d'AQMI qui ont officiellement fait allégeance il y a 10 jours, c'est ça, à l'État islamique. C'est ça, c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un califat, il y a un État islamique. Alors pour la plupart des musulmans radicaux, c'est un formidable outil de ralliement. On n'est plus face à une organisation, Al-Qaïda, qui a des problèmes de financement parce qu'ils sont réfugiés en Afghanistan ou au Pakistan, parce qu'ils entretiennent des relations extrêmement laxes avec les autres mouvements. Aujourd'hui, c'est un califat, donc c'est un État. Et la plupart des mouvements islamistes s'empressent de leur prêter allégeance. On a vu ça aux Philippines, on a vu ça au Pakistan, dans le Sahel, etc. Et bien évidemment, avec ce mouvement algérien. Et comme c'est quelque part une course à la virulence, une course à la violence et au jusqu'au boutisme, on a trouvé donc les gens les plus extrêmes, quelque part d'AQMI, qui se sont empressés de porter allégeance et donc de kidnapper un Français sur ordre direct de Baghdadi qui, il y a quelques jours, disait kidnapper ou tuer, je crois, tuer les Français, les sales et méchants. Voilà, donc kidnapper dans des zones montagneuses voilà, qui sont un foyer terroriste. Alors c'est là où c'est vrai que ça relève quand même d'une certaine imprudence de la part de ce ressortissant français, dans la mesure où, oui, Tizi Ouzou, historiquement, c'est un haut lieu de l'islamisme radical, d'Al-Qaïda, même en Algérie. Il faut savoir que dans les 3 dernières années, il y a eu 2 attentats à la bombe, attentats suicides contre des postes de police. Il y a eu une attaque également contre un convoi de l'armée qui avait fait à l'époque beaucoup de victimes. Donc on sait que ces montagnes sont extrêmement dangereuses et bien évidemment la souricière s'est refermée à une vitesse hallucinante sur ce... Mais qu'on fasse guerre ou pas à l'État islamique, qu'on intervienne avec cette coalition, est-ce que franchement ça change la donne ou de toute façon on est des mécréants et de toute façon on est menacé? De toute façon, on n'arrivera jamais à un compromis ou à un accord comme ça a pu être le cas à l'époque de l'Union soviétique où il y avait 2 blocs qui s'affrontaient. Là pour le coup on est face à des gens qui considèrent que l'islam est la seule alternative politique possible, qui considèrent que l'islam doit être conquérant, donc qui ne doit pas se limiter en Syrie, à la Syrie ou à l'Irak, mais que pour le coup il doit s'étendre, donc jamais on arrivera à un compromis. Par contre, au niveau de la guerre, bien évidemment, c'est une guerre qui est d'ores et déjà vouée à l'échec. Vouée à l'échec. Vouée à l'échec. Ah mais la guerre qu'on est en train de mener contre l'État islamique, on va, là, dans les mois qui viennent, remporter des victoires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aligner le nombre de cibles détruites, etc. Comme on l'a fait 7 ans
pendant la guerre en Irak, ce qui n'a pas empêché Al-Qaïda en Irak de survivre et de subsister, et comme Bachar el-Assad le fait depuis 3 ans en Syrie, avec des tapis de bombes qu'on ne déversera jamais. Donc pour le coup, les frappes sont de micro-frappes, et on ne viendra jamais à bout de cette idéologie qui s'est enracinée de façon extrêmement tenace, avec des stratèges militaires au sein d'Al-Qaïda, au sein de l'État islamique plutôt, des stratèges militaires qui sont extrêmement aguerris et extrêmement affûtés justement à ces tactiques de dissimulation face aux frappes aériennes. La bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est la participation de 5 pays arabes, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, Jordanie, Émirats Arabes Unis. Ils étaient jusque-là très réticents. Alors, ça signifie donc que l'Arabie Saoudite et le Qatar ne financent plus l'État islamique. Et est-ce qu'avec eux, on peut, vous dites cette guerre est vouée à l'échec, est-ce qu'avec eux, on peut envisager à terme, mais je ne sais pas dans combien de temps, anéantir cet islamisme ? Alors, d'abord, comme vous dites, ils ne le financent pas. Ils ne l'ont jamais financé directement. C'est-à-dire que jamais l'État saoudien, bien évidemment, a apporté son soutien à l'État islamique. Ça a toujours été les financements personnels, hein, donc des princes, de simples particuliers, etc. Et pour le coup, ça, il est tout à fait possible que ça continue. C'est un signe encourageant, bien évidemment. C'est-à-dire que plus la coalition sera large et plus elle englobera de nations arabes, bien évidemment, plus les chances à terme d'obtenir un succès ou au moins de pouvoir limiter quelque part cet État islamique et d'empêcher son expansion seront importantes. Ceci étant dit, dans un avenir immédiat, je reste assez pessimiste. On nous dit la guerre sera longue. Washington dit cette campagne aboutira à l'anéantissement. Bon, on n'est pas idiot au point de les croire, mais cette guerre sera longue. C'est combien d'années? C'est quoi? C'est 1 an, c'est 5 ans, c'est 10 ans? Tout va dépendre de beaucoup de choses. Faire des projections sur ces régions à 5 ans ou 10 ans, c'est extrêmement hasardeux. Ce qu'on peut dire, c'est que ça va dépendre d'abord de la capacité de riposte de l'État islamique, qui ne va pas, bien évidemment, attaquer les avions américains, etc. Elle n'en a pas les moyens. Mais est-ce que, par exemple, les campagnes d'attentats ou les campagnes d'opérations terroristes en Europe ou aux États-Unis vont s'intensifier, vont prendre une certaine ampleur et vont faire quelque part céder les opinions publiques qui vont dire, bon, on pense à notre sécurité à nous, avant d'aller se projeter à l'extérieur, ça c'est une éventualité aussi. Donc en tout cas on parle d'années, mais il faut savoir si les opinions publiques occidentales seront prêtes à encaisser des années de combat contre un ennemi qui se trouve aussi en Europe et aussi en Amérique. Parce qu'on est passé d'un djihad de défense à un djihad d'attaque, c'est-à-dire d'un djihad régional à un djihad international anti-occidental. Vous avez tout à fait raison, il y a 2 types de djihad. Il y a le djihad de défense, qui a toujours été autorisé, même avant la proclamation d'un califat en islam. Et puis, une fois que le califat est proclamé, il y a le djihad d'annexion, le djihad mubada, le djihad d'avancer quelque part. Et ce djihad offensif, maintenant, il est permis. Donc ça ouvre la porte à toutes les actions terroristes sur le sol européen, sur le sol américain ou ailleurs. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on est dans une situation où le risque ne peut que s'accroître et où quelque part tous les sympathisants de l'EI, choqués par ce qu'ils peuvent voir en Syrie ou en Irak sur les frappes occidentales, peuvent prendre l'initiative. Pas seulement ceux qui rentrent de Syrie, mais simplement des sympathisants ou des gens qui adhèrent à leurs idées et qui peuvent décider, comme des mouches, de sortir et puis de mener une tuerie ou de faire exploser une bouteille de gaz. Les moyens requis sont pas hallucinants. Mais Gilles Kepel utilise le mot djihad basse tension. C'est-à-dire, c'est plus forcément des avions qui sont envoyés dans des immeubles, mais ça peut être quelqu'un qui pousse dans le métro. Ou est-ce qu'il faut craindre, ou est-ce qu'il ne faut pas non plus être parano, mais est-ce qu'il faut craindre ce genre d'acte du quotidien? Vous savez, il y a 2 choses. Bon, d'abord, djihad basse tension, je ne suis pas sûr que ça plaise beaucoup aux victimes du musée juif de Bruxelles, parce que ça reste quand même, de la haute tension, entre guillemets. Alors, en effet, ça peut être des coups très ponctuels. Ça peut être de simples sympathisants isolés. Mais il ne faut pas oublier une chose, il y a des cellules en Europe. Il y a des gens qui sont réinfiltrés. Aujourd'hui, hier plutôt, les Américains ont détruit des camps d'entraînement, et le Pentagone l'a expliqué, ont détruit des camps d'entraînement qui étaient des camps d'entraînement de terroristes occidentaux, donc européens et américains, qui étaient sur le point d'être réinfiltrés incognito sur nos territoires, donc à la fois en Europe et à la fois aux États-Unis. Donc ça représente des réseaux très organisés,
dont on vient de quelque part de rendre les choses, on vient de rendre ça public, ça représente des réseaux extrêmement bien organisés. Et ça, pour le coup, ça dépasse largement le cadre d'une simple fusillade ou d'une explosion improvisée. Alors, il y a ce matin un ubuesque cafouillage autour de ces 3 djihadistes présumés de retour en France, dont le beau-frère de Mera. Parce qu'ils n'ont pas atterri au bon endroit, c'est-à-dire on les attendait à Paris, ils sont arrivés à Marseille. Est-ce que vous vous rendez compte de quelque part de l'impréparation calamiteuse de nos services aujourd'hui, qui ne sont aujourd'hui pas capables de communiquer par téléphone et pour s'informer de l'heure d'arrivée de gens qui sont activement impliqués dans le djihad en Syrie et, dans la mesure où ils travaillent avec des brigades salafistes, dans des opérations potentiellement hostiles à l'Occident. Ça démontre simplement à quel point aujourd'hui on est devenu des bureaucraties, à quel point nos services de renseignement ronronnent comme la Poste. Pardonnez-moi, mais c'est vraiment une administration. Et on a un décalage énorme entre d'un côté ce que eux peuvent faire très vite, bouger, etc., se déplacer, et puis ce que nous, on est capable de faire pour les contrer à travers toute une bureaucratie qui ne tient littéralement pas. Le gouvernement français dit ce matin, c'est la photo turque, en gros, qui ne nous ont pas prévenus. Oui, écoutez, c'est la photo turque, mais il n'empêche que ces gens sont revenus en France, qu'ils ont apparemment la volonté de se rendre, donc je crois que les choses ne prêteront pas à conséquence, mais ça aurait pu être des gens bien moins fichés, ça aurait pu être des gens qui, entre guillemets, n'étaient pas attendus, et pour le coup, avec des conséquences semblables à celles de Médine et Mouche, et là, en effet, la bourde aurait bien plus porté à conséquence. La loi Cazeneuve, avec notamment la confiscation du passeport et de la carte d'identité pour empêcher la sortie du territoire, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que cette loi va changer? Oui, ça peut changer quelque chose pour les jeunes qui partent et qui sont qui partent presque sur un coup de tête, qui suivent les sites internet radicaux, etc. Soit, mais ceci étant dit, quelqu'un qui planifie réellement son départ ne sera pas embarrassé par ce genre de futilité. Il peut trouver une fausse carte d'identité, il peut voyager d'une autre façon. Là, on est en train de mettre un pansement sur une jambe de bois. Risque d'attentat en France. Certains disent la question n'est plus de savoir s'il y aura un attentat, mais de savoir quand. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Bien évidemment, ça fait assez longtemps que je le dis. On est aujourd'hui face à un djihadisme global qui prend de l'ampleur, qui se structure, qui se construit, qui devient en plus, avec l'État islamique, beaucoup plus agressif qu'il ne l'était auparavant. Et pour le coup, oui, il y a un capital de sympathie dans notre pays pour les théories salafistes radicales, qui fait que, bien évidemment, ces gens peuvent et vont probablement, malheureusement, passer à l'action assez rapidement. Merci Samuel Laurent. Merci à vous. Merci pour votre éclairage. Très bonne journée à vous, très bonne journée à tous. À demain.